Bonjour, chers Katangais valeureux, chères Katangaises valeureuses, avec Yves Kayempe-Nawège, Uriel pour les intimes, donc le représentant, on peut dire le ministre plénipotentiaire chargé de la diplomatie pour l'AFPK, l'Alliance des forces patriotiques katangaises. Vous savez, nous sommes au mois de novembre aujourd'hui, donc novembre 2021, et le mois de novembre devrait être pour nous, quelque part, un moment pour dresser un bilan. Donc le mois de novembre devrait être un moment pour tout Katangais historien et pour tous les historiens du monde pour dresser un bilan du Katanga et de faire quelque part un compte exact, plus précisément d'établir un compte exact. De quoi? Des déboires, des désillusions, des méfaits, des deuils et des misères que nous ont apporté quelque part ceux dont le drapeau est d'azur bleu, ceux dont l'insigne est celui d'un monde uni et fraternel, ceux qui ont comme idéaux, entre autres, le respect des droits de l'homme, fondamentalement, donc le respect fondamental des droits de l'homme, mais aussi la justice, le progrès social et surtout de prévenir toute guerre. J'insiste bien, de prévenir toute guerre. Alors, de qui est-ce que je parle? Je suis en train de parler de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi? Parce que le mois de novembre est particulier. Ce mois de novembre 2021, nous avons commémoré plus précisément le 24 novembre dernier le 60e anniversaire de ce qu'on appelle la résolution 169 qui a été adoptée par le Conseil des Nations Unies, plus précisément par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 24 novembre 1961. Et ceci avec 9 voix en faveur, 0 contre et 2 abstentions. Alors pourquoi est-ce que cette résolution 169 du 24 novembre 2021 est-il un drame pour le peuple katangais? Un véritable cauchemar et un véritable drame. On pourrait même dire une tache rouge vilaine sur le visage des Nations Unies. Pourquoi? Cette résolution 169, donc adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc le 24 novembre 1961, cette résolution a permis à donner le feu vert aux troupes militaires des Nations Unies, parce qu'on peut parler de troupes militaires, donc même de mercenaires des Nations Unies, pour intervenir militairement au Katanga, par tous les moyens possibles et nécessaires, j'insiste. Donc pour quelque part venir chercher querelle au Katanga, militairement, par la violence, par la force brutale, par tous les moyens nécessaires. C'est quand même assez unique, une résolution de ce genre-là, hein, et qui encore une fois est un véritable drame pour le peuple katangais, qui fut un véritable drame et qui l'est encore toujours, parce que nous subissons encore toujours les conséquences néfastes de cette résolution de l'époque de jadis. Alors, ces mercenaires, ces troupes militaires des Nations Unies, qui sont intervenus donc avec une force brutale, avec une grande violence, voire même avec des actes sadiques, donc au Katanga, qu'est-ce qu'ils ont commis? Bien, ils ont commis, donc ces mercenaires, plus particulièrement d'origine indienne, éthiopienne aussi, et dans une moindre mesure, les troupes onusiennes suédoises. Mais au Katanga, quand ils sont intervenus, ils ont commis des assassinats, ils ont commis des meurtres, non seulement sur des populations katangaises, mais ils ont commis aussi ces actes-là sur des populations étrangères, par exemple sur de différentes nationalités, par exemple sur des personnes, des citoyens katangais, mais d'origine belge, d'origine française, d'origine italienne, d'origine grecque, d'origine aussi, parce qu'il y avait même des Suisses aussi, d'origine suisse. Ils ont commis des viols sur des femmes civiles européennes, ils ont commis des actes de viol aussi sur des femmes civiles katangaises. Ils ont commis, quoi encore, des arrestations brutales, arbitraires. Qu'est-ce qu'ils ont encore commis? Ils ont pris en otage des civils. On va aller plus loin, ils ont commis des actes de vol et de pillage. On va même aller encore un peu plus loin. Ils ont bombardé 3 hôpitaux. 3 hôpitaux. L'hôpital Prince Léopold, l'hôpital Reine Elisabeth et l'hôpital de Shinkolobwe. Ils sont encore allés plus loin, parce qu'ils ont tué, blessé et arrêté des ambulanciers de la Croix-Rouge internationale. Ils sont encore allés plus loin. Ils ont tiré des obus et des mortiers sur des ambulances en service,
des ambulances civiles. Ils sont encore allés plus loin. Ils ont bombardé avec des obus et des mortiers, des maisons, des écoles, des églises, des foyers sociaux, des usines, des bâtiments de la poste, en d'autres mots, des bâtiments civils. C'est quand même extraordinaire. Ils sont encore allés plus loin. Ce n'était pas encore suffisant. Ils ont utilisé et occupé à des fins militaires 2 hôpitaux. Plus précisément, l'hôpital du BCK et la clinique universitaire d'Elisabethville. Et ils sont encore allés plus loin. Ils ont fabriqué un camp de concentration où ils vont entasser 30 000 Katangais d'origine maloube dans des conditions vraiment exécrables, des conditions inhumaines. D'ailleurs, parmi ces 30 000 résidents là-bas, dans ce camp de concentration, qu'on avait d'ailleurs rebaptisé ou baptisé Onuville, donc la ville de l'ONU, un camp de concentration bâti par les forces, quelque part par les Nations Unies, pour entasser 30 000 Baloubas dans des conditions vraiment absolument inhumaines, parce que dans les 6 mois qui vont suivre l'ouverture de ce camp de concentration, on va y déceler à peu près environ 2000 décès. 2000 décès, surtout à cause de la malnutrition, à cause de la faim, mais aussi à cause de tout genre de maladies. Donc c'est quand même un acte extrêmement, on pourrait dire, ces actes commis par les mercenaires, par les troupes de l'ONU, sont quand même uniques dans l'histoire de notre monde, dans l'histoire politique quelque part au niveau mondial, c'est quand même assez unique. Donc il faut s'en souvenir, il faut commémorer cela. Encore une fois, le mois de novembre 2021, c'est le 60e anniversaire de cette résolution des Nations Unies. Dans le 24 novembre passé, nous avons fêté le 60e anniversaire donc, de cette résolution tellement néfaste donc, pour les Katangais, avec des conséquences vraiment désastreuses pour les Katanga. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la deuxième invasion des troupes guerrières donc de l'ONU, la deuxième invasion était tellement barbare, d'un niveau de barbarisme tellement grave, que ça a fait susciter énormément de commentaires au niveau international. Les commentaires fusaient de partout, et plus particulièrement aux États-Unis, et dans une communauté bien précise aux États-Unis. Quelle communauté? La communauté afro-américaine. La communauté afro-américaine était indignée par les nouvelles qui arrivaient du Katanga, par rapport à tous ces actes sadiques et meurtriers qui étaient commis donc par les troupes des Nations Unies. Alors à ce moment-là, il y a un comité qui s'est installé, il y a un comité qui avait été établi aux États-Unis qui s'appelait the American Committee for Aid to the Katangese Freedom Fighters. Donc, en d'autres mots, donc un comité d'aide pour venir en aide aux guerriers quelque part, donc ceux qui luttaient pour la liberté donc du Katanga, donc ceux qui luttent pour la liberté des Katangese Freedom Fighters, donc des gens qui luttent vraiment pour leur liberté. Et ce comité-là d'aide, donc the American Committee for Aid to the Katangese Freedom Fighters, était présidé par Max Yergan, qui était vraiment un grand activiste donc afro-américain dans les milieux justement des Noirs américains. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va envoyer une commission d'enquête sur place pour aller enquêter, pour voir si vraiment est-ce que c'est vrai. Est-ce que les troupes des Nations Unies sont capables de commettre toutes ces atrocités sur une population civile? Est-ce que c'est vrai tout cela? Nous allons envoyer donc une délégation. Et cette délégation-là est partie sous la présidence, on pourrait dire sous l'égide donc d'un professeur, auteur d'une grande renommée, donc qui était aussi un scientifique, auteur de renommée, mais aussi un enseignant, donc un docent, donc quelqu'un qui enseignait à la faculté de l'université de New York. Là, il s'agissait du professeur Ernest van den Haag. Donc lui, il va partir avec son équipe. Ils vont effectivement faire une enquête sur place au Katanga. Ils vont récolter tous les témoignages. Ils vont chercher toutes les preuves et effectivement, c'était exact. Le barbarisme a été énorme. Donc, c'est-à-dire les actes barbares commis par les troupes des Nations Unies, donc au Katanga, étaient d'une telle amplitude que ça les avait énormément choqués. Et puis, ils ont fait leur rapport. Le rapport, ils l'avaient établi à cette époque-là, au mois de mars 1962. C'est là qu'ils sont allés sur place au Katanga pour aller enquêter. Qu'est-ce que ce rapport dit? En résumé, on va un peu énumérer les choses que ce rapport a dit. Alors, ces enquêteurs ont dit la chose suivante. Premièrement, l'intervention militaire des Nations Unies, des casques bleus des Nations Unies au Katanga,
n'était aucunement de l'autodéfense. En d'autres mots, ce n'est pas le Katanga qui a agressé, qui a attaqué les forces, les casques bleus donc des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui ont cherché querelle au Katangais. Ce sont les Nations Unies qui ont attaqué le Katanga. Ce sont les Nations Unies qui ont envahi militairement le Katanga sans aucune raison. C'est-à-dire, il n'y avait aucune raison pour eux de s'autodéfendre. Donc, ce n'était pas de l'autodéfense. C'est la première chose donc, que ce rapport-là dit. Deuxième chose que ce rapport-là dit, ils disent aussi, ils ont enquêté donc sur le terrain, ils disent, ce conflit-là, c'est-à-dire cette intervention militaire donc, des Nations Unies au Katanga, était nullement pour intervenir dans un conflit intérieur, c'est-à-dire un conflit intérieur au niveau du Congo. Ça ne se justifiait pas pour l'intervention, pour intervenir dans un soi-disant conflit intérieur. Pourquoi? Il n'y avait pas de conflit intérieur. Parce qu'au Katanga, il y avait la paix qui régnait, il y avait l'ordre qui régnait. Il n'y avait aucune raison d'entrer donc, au Katanga, c'est-à-dire en guerre contre le Katanga, pour soi-disant des raisons pour intervenir dans un conflit intérieur. Et puis le rapport dit la chose suivante aussi. Intervenir au Katanga, c'est justifier cette action militaire au Katanga par le fait de la présence de mercenaires étrangers à la solde de l'État indépendant du Katanga ne se justifiait pas non plus. Alors, ce rapport dit là, il n'y avait qu'un seul vrai motif au fait. Le vrai motif, dit le rapport, était tout simplement de mettre fin à l'indépendance du Katanga, de mettre une fin au gouvernement indépendant du Katanga, de mettre une fin au gouvernement Tshombe et de liquider ce qu'on appelle la sécession katangaise, mais le mot le plus propre, c'est vraiment l'indépendance du Katanga. De mettre tout simplement fin à cela, c'était le seul et unique vrai motif. Il n'y avait pas d'autre motif. Alors on peut aller plus loin, parce que qu'est-ce que ce rapport-là dit? À juste titre d'ailleurs. Le rapport dit aussi, donc, de ce fait-là, cette intervention militaire donc, des troupes onusiennes, donc des casques bleus des Nations Unies au Katanga, avec ce fait-là, grave, quelque part, les Nations Unies ont violé leur propre charte, c'est la propre charte intérieure. Ils ont violé aussi quoi? La Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont violé toutes les conventions, tous les articles de la Convention de la Croix-Rouge internationale. Et au niveau de la Convention de Genève, ils ont violé 13 articles. Je dis bien 13 articles de la Convention de Genève. Ces articles-là sont lesquels? C'est l'article numéro 3, c'est l'article numéro 18, 19, 20 et 21. Et puis c'est l'article encore 27. Et puis on passe après à l'article 31, l'article 33, l'article 34, et puis l'article 43, puis nous arrivons à l'article maintenant 57, l'article 72 et l'article 85. Donc je précise encore 13 articles de la Convention de Genève. 13. C'est un record. Allez chercher un peu dans l'histoire des Nations Unies, où est-ce qu'ils ont encore une fois violé à cette ampleur-là, leur propre charte intérieure, où est-ce qu'ils ont violé à ce niveau-là la Déclaration universelle des droits de l'homme, où est-ce qu'ils ont violé tous les articles de la Convention internationale de la Croix-Rouge internationale, où est-ce qu'ils ont aussi violé 13 articles de la Convention de Genève. 13 articles de la Convention de Genève. C'est un record absolu. Et c'est incroyable, c'est effroyable même. Mais c'est véridique. Parce que nous sommes là, quelque part, donc, dans ce mois de novembre, là, pour établir le compte exact, encore une fois, des déboires qui sont venus nous apporter, des deuils qui sont venus nous apporter, des désillusions qui sont venus nous apporter, et aussi, quelque part, des misères qui sont venues nous apporter. Ça, ce sont des faits réels, quoi. On peut même aller un peu plus loin, parce que c'est pas fini. Parce que les vaillants aviateurs suédois des Nations Unies, donc les aviateurs qui sont venus avec la force aérienne au Katanga, qui ont d'abord contribué à bombarder donc des bâtiments civils, ils ne se sont pas seulement pris aux bâtiments civils ou au Katangais, même les animaux katangais, même le gibier katangais, ils se sont acharnés dessus, même sur le gibier et même sur les animaux, parce qu'ils ont survolé avec des hélicoptères de parcs où ce que la faune et la flore katangaise étaient préservées, le parc de Lupemba et puis aussi le parc de Kinulungu.
Ils les ont survolés et ils ont mitraillé le gibier et les animaux à partir d'hélicoptères. Donc, même les animaux katangais, ils se sont acharnés dessus. Quel acharnement! C'était un acharnement incroyable, unique dans l'histoire des Nations Unies, unique dans l'histoire du monde. Il faut qu'on le sache. Il faut que ça ne s'oublie pas. Et Katangais valeureux, Katangaises valeureuses, n'oubliez pas cela. C'est vraiment une tache rouge et très vilaine sur le village des Nations Unies, ce qui s'est passé au Katanga. D'ailleurs, l'ancien représentant au Katanga, M. O'Brien, il a fait un brillant exposé dans un de ses ouvrages qui s'appelle Au Katanga Mbak, plus particulièrement dans le chapitre intitulé The Fire in the Garage. Alors là, il était très bien, mais d'une manière vraiment, comment dirais-je, succulente, tous les mensonges et toutes les ruses qui ont été utilisées par les Nations Unies, aussi pour manipuler l'opinion publique et manipuler quelque part les lobbies pour justifier leur intervention aux États-Unis. Mais tout était mensonge. Il y avait de l'ordre, il y avait la paix, donc dans un État souverain et constitutionnel que fut le Katanga indépendant de Moïse Tshombe avec son gouvernement. On peut même aller un peu plus loin. C'est la seule fois dans son histoire aussi que les Nations Unies vont trahir quelque part et violer une de leurs résolutions antérieures. Et ça, il faut le dire aussi. Il y a eu une résolution antérieure à celle du 24 novembre 1961, portant le numéro 169, au sujet du Katanga. Il y a eu plusieurs résolutions, mais il faut porter une attention particulière sur la résolution du 9 août 1960. Du 9 août 1960. Il y a à ce moment-là eu une autre résolution. Et là, il faut attirer plus particulièrement l'attention des personnes et des historiens sur le paragraphe numéro 4. Je répète encore une fois, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date donc du 9 août 1960. Qu'est-ce que cette résolution disait particulièrement et plus précisément dans son paragraphe numéro 4? Il disait la chose suivante, qu'en aucun cas, les Nations Unies interviendront dans un conflit d'ordre interne au Congo, donc au Katanga, et qu'en aucun cas les Nations Unies pourraient être utilisées pour, s'il y a conflit interne entre donc le Congo central et le Katanga, que aucunement, en aucun cas, je précise bien, en aucun cas, les Nations Unies pourraient être utilisées pour en influencer l'issue. Donc, ils n'allaient jamais intervenir. Donc, certes, déjà pas politiquement, ni moralement, et certainement pas militairement. Et quand même, ils sont intervenus à tous les niveaux. À tous les niveaux, ils ont mis le nez dans le dossier, et même plus que cela, ils sont intervenus de manière barbare, donc militairement. Alors on peut se poser la question pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à s'acharner de cette façon-là sur le Katanga? Qu'est-ce qui les a pris? Quel délire, quoi. Parce qu'au niveau humain, au niveau humanisme, c'est un délire total, quoi. Et puis encore une fois, c'est eux qui portent l'insigne donc d'un monde uni et fraternel. Alors là, c'est tout l'inverse qu'ils ont fait. Violer à ce point-là votre propre charte intérieure, sans scrupule, sans aucune honte, et à la face du monde, devant l'opinion publique, à un tel point que ça a scandalisé de nombreuses populations occidentales, européennes. Vous savez qu'au Katanga, il y avait une grande communauté européenne qui se sentait vraiment à l'aise chez elle, à la maison, quelque part, donc au Katanga, qui avait adopté le Katanga comme une deuxième patrie, qui avait même adopté la nationalité katangaise, qui était bien depuis des générations au Katanga. Et ils ont été tellement choqués par la brutalité, par les actes sadiques commis par les Nations Unies sur la population katangaise, qu'énormément de Katangais d'origine européenne à la peau blanche ont pris les armes volontairement, ont rejoint la gendarmerie katangaise, qu'on appelait les gendarmes katangais, leur ont demandé, écoutez, nous, on veut aussi défendre le Katanga, donnez-nous des armes. Des blancs, on peut dire des Katangais blancs d'origine occidentale, de différentes nationalités d'ailleurs, belges, françaises, italiennes, grecques, suisses,
qui ont pris les armes pour défendre le Katanga contre les troupes des Nations Unies. Et qui sont morts, beaucoup parmi eux sont morts, sont décédés sous les balles des Nations Unies. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est très peu connu. On ne vous apprend pas ça dans les livres d'histoire, dans les cours d'histoire, ce qui s'est passé au Katanga. Pourquoi, encore une fois, pourquoi cet acharnement à cette époque-là contre le Katanga? Il n'y a qu'une seule réponse. Une seule. Et ce n'est pas seulement une réponse valable, mais c'est la réponse. Cette réponse-là, c'était la guerre froide de l'époque. La fameuse guerre froide entre deux blocs antagonistes. Deux blocs, c'est-à-dire le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, ou en d'autres mots, le bloc soi-disant libéral capitaliste contre le bloc communiste marxiste, socialiste léniniste, donc la gauche contre la droite, quoi. Donc c'était la seule raison. Il n'y avait pas une autre raison. C'était une raison politique, c'est purement politique au niveau des idéologies. Pourquoi? Il fallait liquider donc l'indépendance du Katanga en fonction de cette guerre froide. Parce que l'existence et la longévité de l'État indépendant du Katanga légitimait aussi, justifiait aussi la présence russe et chinoise au Congo. Donc, quelque part, le bloc occidental, et particulièrement les Américains, ne voulaient pas, à aucun prix, absolument pas, à aucune condition, que le reste du Congo, en dehors du Katanga, puisse tomber sous l'influence soviétique de l'époque, donc communiste, marxiste, et sous l'influence jointe aussi, donc chinoise, aussi communiste, marxiste. Parce qu'il y avait le risque que ça allait se faire, quoi. Donc, si le Katanga justifierait ça, de l'autre côté, donc à ce moment-là, il fallait liquider l'indépendance du Katanga pour à tout prix préserver le fait que puisse s'installer donc dans le reste du Congo un régime communiste marxiste. C'était la seule raison, hein. Et non seulement ça, mais il faut savoir aussi, bien sûr, il y avait les minéraux stratégiques lors de la guerre froide du Katanga aussi pour mettre les mains mises dessus. Ça aussi, il y avait aussi cela. Mais le motif principal, c'était cela. Vous savez qu'on a toujours accusé le Katanga de sécessionniste. Nous n'avons jamais été sécessionnistes. Le Katanga a toujours été un pays à part, une nation à part. Déjà même depuis l'histoire, donc depuis déjà la conférence de Berlin, nous n'étions pas concernés par l'acte général donc, de la conférence de Berlin. Mais on ne va pas revenir là-dessus maintenant, mais c'était juste pour dire que de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du Congo central, il y avait donc un régime qui s'installait, qui devenait de plus en plus totalitaire et qui avait comme ambition d'installer quelque part un régime de gauche, d'extrême gauche, à tendance donc marxiste, socialiste, communiste. C'était un fait réel. Et quand on nous traite toujours de sécessionnistes, il ne faut pas oublier aussi que le Sud Kasaï avait déclaré son autonomie, donc son indépendance. Mais on peut même aller plus loin. Parce que vous savez très bien qu'à un moment donné, l'histoire nous raconte qu'à un moment donné, le premier ministre Lumumba va être arrêté, pas par les Katangais, il va être arrêté à Kinshasa. Il est sous résidence surveillée par les troupes onusiennes, quelque part, donc à Kinshasa. Il est en résidence surveillée et qu'à un moment donné, il va réussir donc à s'évader. Où est-ce qu'il allait pendant qu'il s'évadait? Dans quelle direction allait-il? Parce qu'on va quelque part le capturer quand il est en route pour aller quelque part. Il fuyait vers où? Parce qu'il avait une destination bien précise. Il ne fuyait pas, il ne s'était pas évadé pour fuir quelque part à l'aveuglette quelque part. Il avait un endroit bien précis où aller. Où allait-il à ce moment-là? Où est-ce qu'il fuyait? Il fuyait vers la province orientale, il fuyait vers Kisangani, à l'époque donc Stanleyville, parce que là-bas c'était le fief de son mouvement quelque part, le fief aussi des Congolais à tendance marxiste-communiste, donc léniniste, trotskiste si vous voulez, et avec autour de leur patriarche de l'époque, donc M. Antoine Gizenga, et c'est là où il allait pour aller les rejoindre. Il allait les rejoindre là-bas. Et on l'attendait là-bas d'ailleurs. Ils avaient déjà formé leur gouvernement provisoire là-bas. Et qu'est-ce qu'ils allaient déclarer là-bas? Ils allaient déclarer leur État autonome communiste marxiste là-bas. Ils allaient faire sécession. Et pour établir là-bas maintenant, quelque part, donc leur pays donc autonome aussi, donc sécessionniste alors, mais rattaché donc à la Russie, à l'Union soviétique de l'époque, et rattaché donc aux Chinois.
qui allait donc soutenir ce nouveau petit État qui allait naître là-bas et qui allait faire ses œuvres donc à partir de là-bas, donc au niveau donc pour implémenter donc ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide, donc ce concept-là donc de la gauche extrême internationale, donc établir donc là-bas dans cette partie du Congo, dans cette zone du Congo, donc un petit État communiste, socialiste, marxiste, qui allait prendre aussi des armes, faire une guérilla pour prendre l'expansion et quelque part aller à la conquête encore du reste du Congo à partir de là-bas. C'est ce qui est en train de se préparer. Lisez seulement un peu ce que, à l'époque, Jean-Paul Sartre écrivait à ce sujet-là. Alors que Jean-Paul Sartre était un écrivain de la gauche, de l'extrême gauche, c'était un vrai gauchiste. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à cela? Par rapport à cette ironie de l'histoire que les grands centralisateurs communistes marxistes devenaient eux-mêmes des sécessionnistes de l'autre côté, là, quelque part pour leurs ambitions personnelles, quoi. Mais c'était une réalité. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait liquider la sécession katangaise. Encore une fois, le mot sécession n'est pas bon. Le mot exact, c'est l'indépendance d'un État souverain constitutionnel, donc au Katanga. Il fallait mettre un terme à cela, complètement, pour intervenir donc dans le reste du Congo aussi, à partir de mettre fin donc à l'indépendance du Katanga. Et après, vous savez aussi, en même temps, il fallait qu'ils éliminent aussi à ce moment-là Lumumba. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils sont intervenus pour éliminer Lumumba. Exactement les mêmes personnes, exactement le même think tank qui a dit qu'il faut éliminer, non, liquider l'indépendance du Katanga. C'est les mêmes, quelque part, qui sont aussi derrière l'élimination, la liquidation de l'organisation à tendance communiste marxiste de Patrice Emery Lumumba au Congo. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups, on peut dire. Voilà, c'était la seule et unique raison. C'était la guerre froide. Il ne faut pas songer, essayer de trouver ailleurs. C'était la grande raison. C'était la guerre froide. Voilà, c'est ce qui nous a beaucoup peiné, cette résolution, une résolution 169, donc c'est la résolution 169 du 24 novembre 1961. Et voilà, tout Katangais valeureux et valeureuse devrait, pendant ce mois de novembre, commémorer cela, avoir une petite pensée pour tous les Katangais qui sont morts, et tous ceux qui aimaient les Katanga aussi, qui sont morts sous les balles des Nations Unies. Parce que c'était une véritable honte ce qui s'est passé, une véritable honte. C'est un cas unique dans l'histoire des Nations Unies, le Katanga. Ça, il faut s'en souvenir. Nous sommes là pour ne pas oublier, nous sommes la mémoire du Katanga, et à juste titre. Et n'oubliez jamais, Katangais valeureux et Katangais valeureuse, que le Katanga est en plein droit à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, pour avoir droit à son autodétermination, pour avoir droit à sa souveraineté, pour avoir droit à son indépendance. Que cela soit sous une indépendance interne, sous la coupe d'un confédéralisme souple et multiple, que ce soit dans ce qu'on appelle donc une indépendance externe, ça veut dire avec une indépendance totale, avec une séparation totale du reste du Congo. Un des deux, nous avons le droit absolu, garanti pour cela, à tous les niveaux. Parce que le Katanga est une réalité humano-sociale et qui repose sur trois volets. Il y a trois volets. Le premier volet, c'est le volet historique. Alors le volet historique, c'est le volet de nos chefferies traditionnelles. Vous savez tous que nos chefferies traditionnelles au Katanga, que le Katanga quelque part, on pourrait même dire que le Katanga est un peu à l'image de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, parce qu'on parle de Great Britain, donc l'équivalent chez nous c'est le Grand Katanga. Great Britain, la Grande-Bretagne, chez nous c'est le Grand Katanga. Et puis il y a le Royaume-Uni, the United Kingdom. Et bien, chez nous aussi, on peut dire que le Katanga c'est une confédération de Royaumes-Unis, liés par l'histoire, par des liens sanguins et par une histoire bien commune, donc une réalité humano-sociale tissée vraiment par des relations, des liens sanguins entre trois dynasties, entre trois royaumes. Donc c'est une réalité historique. Et au niveau de l'histoire, au niveau donc de tout ce qui est historique, de ce volet historique,
Ces chefferies sont toujours bien en place, elles n'ont jamais disparu, elles sont toujours là, elles jouissent encore toujours d'une grande popularité et d'une grande emprise sur la population katangaise, et elles règnent encore toujours. Donc nous les reconnaissons encore toujours aussi comme vraiment, comment dire, nos leaders légitimes au niveau du droit coutumier, au niveau du droit ancestral, au niveau donc de la gestion de la terre. C'est eux vraiment qui représentent vraiment la tradition. Donc on peut parler du côté de Msiri, donc chez les Bayeki, on peut parler aussi du côté des Balubakat, donc à Songoniembo, et aussi au niveau des Lunda par exemple avec le Mointiaf. Donc, ils sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Et ce qu'il faut savoir aussi au niveau de ce volet-là, au niveau de l'histoire, donc le Katanga historique, c'est que nos chefs traditionnels n'ont jamais, aucun jour, signé des traités, déjà à l'époque, avec l'État indépendant du Congo, donc dirigé par Léopold II. Ils n'ont jamais signé un traité pour céder leurs terres, ni à l'époque de Léopold II, ni après aux Belges, à qui que ce soit. Souvenez-vous-en. C'est extrêmement important. Alors qu'ailleurs, dans tout le reste, dans le Congo, donc en dehors du Katanga, les rois télés, les chefs de terre, les chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des rois, ont signé des milliers de traités avec l'entreprise coloniale, l'entreprise privée, quelque part dirigée par Léopold II, qui était l'État indépendant du Congo, qui était une entreprise privée. Donc ils ont donné mandat quelque part à Léopold II, aller les représenter à la conférence de Berlin. C'est-à-dire, tous ces traités-là, ces signatures-là, quelque part, la signature de Léopold II, quelque part, était leur signature, parce qu'ils ont donné tout mandat à Léopold II pour les représenter. Ils ont cédé quelque part leur terre à cette entreprise coloniale. Donc, le Katanga, pas du tout. Le Katanga n'est pas concerné par aucun des articles de l'acte général de la conférence de Berlin. D'ailleurs, le Katanga n'était même pas encore conquis. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. On va en parler dans les détails. Peut-être prochainement, dans une autre vidéo, on pourra approfondir. Donc, après ce premier volet-là du Katanga historique, il y a le Katanga politique. Le Katanga politique, vous savez, nous nous sommes déclarés indépendants le 11 juillet 1960 avec le gouvernement de Maurice Tshombe, et nous avons promulgué aussi notre constitution en tant qu'État souverain et constitutionnel, donc le 6 août aussi 1960. Et si je ne me trompe pas, c'était le 6 août 1960, le 5 à 6 août 1960. Donc nous avions notre constitution. Et nous étions un véritable État. Quand on dit un véritable État, c'est un État vraiment fonctionnel. C'est-à-dire un État qui avait ses timbres, un État qui avait sa monnaie, un État qui avait son armée, sa gendarmerie, sa police, un État qui avait son gouvernement, un État qui avait sa constitution, donc un État qui avait absolument, mais tous les critères, qui rassemblait tous les critères qu'un État doit avoir pour être considéré comme un État, un véritable État souverain et constitutionnel. On avait tout. Et on a très très bien fonctionné jusque le 13-14 janvier 1963. Et vous savez que le Katanga a capitulé pour une seule et unique raison. Une seule et unique raison. Hein? Parce qu'on aurait pu encore tenir et faire la guerre aux troupes des Nations Unies. Vous savez qu'il y a eu 3 grandes confrontations militaires avec les troupes des Nations Unies. Et vous savez qu'à chaque fois, nous avons humilié les troupes des Nations Unies. Et nous avons fait subir 2 défaites, quelque part, 2 grandes défaites aux troupes des Nations Unies qui ont été humiliées à la face du monde. Les gendarmes katangais les ont vraiment humiliés. Et vous savez que si ce n'était pas la force aérienne qui allait venir, c'est-à-dire bombarder du ciel d'en haut, vous savez que le Katanga ne possédait qu'un seul avion, un seul Fuga Magister, c'est tout ce qu'on avait. Donc, quand la force aérienne suédoise est arrivée pour bombarder du haut, comme je vous l'ai dit, ils ont bombardé même des bâtiments civils. Je répète encore ce qu'ils ont bombardé. Ils ont bombardé des hôpitaux, 3 hôpitaux. Ils ont bombardé des maisons civiles. Ils ont bombardé des écoles. Ils ont bombardé des églises. Ils ont bombardé des foyers sociaux. Ils ont bombardé des bâtiments de la poste. Ils ont bombardé des usines. Et puis, ils ont même mitraillé à partir d'hélicoptères, je vous ai dit, des animaux katangais. Donc, il y avait maintenant la menace aussi qu'ils allaient vraiment bombarder toute l'infrastructure du Katanga. Si les Katanga ne capitulaient pas, si les Katanga n'abdiquaient pas. Et c'est là que Moïse Tshombe et les sages autour de lui, qui étaient dans son gouvernement, se sont dit, on ne peut pas aller jusque-là. Et puis, bon, face à vraiment les bombardements de l'air, on ne peut rien.
mieux vaut capituler. Mais on va le négocier. Ça ne s'est juste pas passé comme ça qu'on a jeté l'éponge dans le ring, comme on dit, qu'on a juste abandonné. Il y a eu des négociations et il y a eu des conditions. Nous avons abdiqué, nous avons renoncé et nous avons quelque part accepté de retourner dans le giron du Congo central, de Kinshasa, à une condition. Et cette condition-là, elle est formulée dans le plan U-Tente. Le plan U-Tente, c'était qui U-Tente? C'était le nom du secrétaire général des Nations Unies de l'époque, par intérim, quoi. Après la mort, le décès du secrétaire général Dag Hammarskjöld, c'était U-Tente qui avait pris le relais. Donc on parle ici du plan U-Tente. Donc c'est le nom de ce secrétaire général-là des Nations Unies de l'époque. Le plan U-Tente, c'est pour cela que nous avons signé, c'est pour ça que le Katanga a capitulé. Pour les conditions énumérées dans le plan U-Tente. Et le plan U-Tente, les Katangais pouvaient s'y retrouver quelque part. Pourquoi? Parce que le plan U-Tente, en résumé, disait que voilà, pour que tout le monde s'y retrouve, pour qu'il y ait une réconciliation, voilà le grand compromis autour duquel tout le monde peut se réconcilier. Ce compromis, c'était quoi? Le sujet, c'était quoi? C'était le fédéralisme. C'est-à-dire d'amener le Congo vers des réformes d'État, vers le fédéralisme, où ce que le Katanga pourrait quelque part se retrouver, parce qu'il aurait, sous le coup de ce fédéralisme-là, certaines, on pourrait dire, compétences autonomes, donc une certaine autonomie. Et pour ça, le Katanga était prêt à signer cet accord-là, à capituler. Et nous avons donc signé l'accord de réconciliation, appelé le plan U-Tente. Alors, qui prévoyait donc le fédéralisme. C'est ce qui nous avait été promis au Katanga. Parole d'honneur. Et non seulement une parole d'honneur, mais signature d'honneur, parce que c'était un contrat qui a été signé, donc c'est un agrément qui a été signé, ou un accord qui a été signé par toutes les parties. Donc en principe, qu'on est un gentleman, qu'on est quelqu'un d'honneur, qui tient parole, qui tient ses engagements, on va aller jusqu'au bout, et on va implémenter donc tout ce qui est inclus dans cet accord appelé le plan U-Tente. Eh bien, nous sommes plus de 6 décennies plus loin aujourd'hui. 6 décennies plus loin. 6 décennies. Plus de 60 ans plus loin, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de fédéralisme au Congo. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de fédéralisme au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Congo central, Kinshasa, n'a pas tenu parole envers le Katanga pendant toutes ces décennies. Et pas seulement Kinshasa, le gouvernement central, mais également les Nations Unies, qui n'ont fait aucun effort palpable, aucun effort réel pour que leur propre plan qu'ils ont amené, le plan U-Tente, soit respecté et implémenté en RDC à partir des politiciens à Kinshasa. Après la liquidation de la sécession katangaise, tous les gouvernements qui se sont succédés, tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas mis en application le plan U-Tente. Et les Nations Unies n'ont jamais fait un effort pour imposer cela à tous ces gouvernements successifs, pour imposer cela à tous ces régimes qui se sont succédés, pour les contraindre à implémenter les accords du plan U-Tente. Ça n'a pas été fait. Donc, quelque part, on peut dire que le Katanga a été poignardé dans le dos, encore une fois, par les Nations Unies et par le gouvernement central de Kinshasa. Est-ce que c'est une surprise? Non. On peut même aller plus loin, parce que poignarder dans le dos, c'est même une traîtrise, quoi. C'est une trahison exceptionnelle, quoi. C'est être sans honneur et sans parole. Alors là, maintenant, nous sommes 6 décennies plus loin, le plan U-Tente n'a pas été implémenté. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour les Katangais? Ça signifie qu'on a attendu assez longtemps, on a été très patient. Il faut quand même dire que 6 décennies, 60 ans de patience, c'est énorme. C'est 3 générations qu'on a attendu pour l'implémentation donc du plan U-Tente. Parce qu'une génération, on peut dire, c'est 20 ans. Donc c'est 3 générations qu'on attend. C'est toujours pas là. Alors on peut considérer unilatéralement le Katanga que le plan U-Tente est caduc, qu'il a été ridiculisé, qu'il est nul et non avenu, qu'il n'existe plus. Que donc il est à la poubelle, et il est dans les oubliettes de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Nous, on avait signé pour cela, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été implémenté, donc nous retournons légitimement à ce qu'il y a avant la signature pour nous du plan Utah. Donc nous retombons dans quoi? Eh bien, dans l'état constitutionnel et souverain du Katanga. Nous sommes la continuité, nous sommes la longévité, là maintenant, de l'état étatique du gouvernement de jadis du 11 juillet 1960. Et nous retombons dans notre constitution qui avait été promulguée aussi en 1960, donc au mois d'août. Donc nous sommes la continuité étatique, politique donc du Katanga. Donc on a vu que le Katanga historique, et maintenant nous sommes tout simplement dans la continuité du Katanga politique. C'était une grosse erreur dans le passé, et je vous le dis, c'était une grosse erreur par certaines personnes de bonne volonté, mais quand même une erreur. Sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan historique, d'avoir fait des pétitions pour réclamer un référendum pour l'indépendance du Katanga. C'est absolument non nécessaire. Et c'est quelque part même, ça n'a pas de sens. Nous avons déjà déclaré notre indépendance politique. Ça a été fait le 11 juillet 1960. Et nous avions eu notre constitution et elle est toujours là, notre constitution. Notre rôle aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? C'est pas réclamer un référendum pour aller statuer, pour aller réfléchir et pour aller voter sur un oui ou un non pour ou contre donc l'État indépendant du Katanga et aller quémander, donc aller mendier quelque part, aller s'agenouiller pour demander un référendum. Aller demander ce référendum à qui? Aller le demander à Kinshasa, que Kinshasa organise pour nous ce référendum. Aller demander ce référendum-là aux Nations Unies, dont on vient un peu de parler de leur traîtrise par rapport au Katanga. Est-ce que c'est à eux que vous allez demander un référendum et vous espérez, vous escomptez qu'eux vont vous donner ce référendum-là, l'organiser pour vous, alors qu'ils connaissent très bien l'histoire? Ils trouvent ça un peu rigolo. Ils rient un peu de nous, quoi. C'est pour ça qu'abandonner cette notion-là de référendum. Il n'y aura pas de référendum pour le Katanga indépendant. Il est indépendant. Le Katanga est un État indépendant et constitutionnel. Nous sommes la continuité étatique du Katanga. Déclarez-vous autonome et indépendant. C'est ce que le président de la FPK a fait, Patrick Massengo, avec beaucoup de bravoure et beaucoup de courage, de redéclarer le Katanga indépendant, souverain et constitutionnel, avec sa constitution de l'époque. Nous sommes indépendants. Ne cherchez pas votre indépendance. Dites que vous êtes indépendant au niveau politique et au niveau historique aussi. Et puis, il y a encore le troisième volet, le volet économique. Il y a aussi le volet économique. Ici, derrière moi, vous voyez, il y a une brochure ici du Katanga économique. Le Katanga économique, donc édité et écrit à l'époque par l'Office culturel et économique du Katanga à Bruxelles en novembre 1961. Donc nous avions déjà à l'époque, donc en 1961, nous avions déjà un Office culturel et économique du Katanga qui avait donc son siège social donc à Bruxelles. Et je vais vous dire même plus précisément, c'était la rue des Marais. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le quartier européen, là aujourd'hui, où se trouve l'Union européenne. C'est vraiment dans ce quartier-là, c'était la rue des Marais. Donc les anciens connaissent très bien, donc les anciens connaissent aussi bien la rue des Marais. Donc plus précisément, c'était la rue des Marais, donc du numéro 99 jusqu'au numéro 103. C'était dans ce bâtiment-là. Donc il y avait l'Office culturel économique du Katanga. Aujourd'hui, le Katanga économique renaît de ses cendres, il est de nouveau là. Il a déjà existé à l'époque, hein. Il a déjà existé. Le Katanga économique existait déjà, hein, donc, parce que Léopold II, encore une fois, avait fait du Katanga un État complètement distinct du reste du Congo indépendant, qui va être du Congo belge quelque part, donc complètement séparé, donc un État complètement distinct et séparé, donc un pays complètement séparé et distinct donc, de l'État indépendant du Congo. Et par après, vous savez qu'a été créé aussi donc au niveau entreprise pour le Katanga économique. Donc pour le Congo, c'était l'État indépendant du Congo, qui était l'entreprise vraiment coloniale qui gérait vraiment donc le Congo. Parce qu'il faut savoir une chose, la conférence de Berlin
Est-ce que vous pensez que la conférence de Berlin concernait uniquement le partage quelque part du gâteau africain entre les puissances coloniales, qu'il allait un peu se diviser l'Afrique entre eux, quoi, que ça concernait vraiment que ça, hein? Mais non, pas du tout. C'était une petite partie seulement qui concernait cela. Une petite partie, parce qu'ils avaient déjà partagé entre eux, ils savaient qui avait quoi. C'était juste une question d'un peu formaliser cela et puis de mettre une signature. Mais ces travaux-là, ça nécessitait peut-être qu'en 48 heures, c'était fait. Mais des 38 articles de l'acte général de la conférence de Berlin, il y en a 32 qui concernent le Congo. 32 qui concernent que le Congo. Ça veut dire le gros des travaux de la conférence de Berlin pendant toute son étendue, au niveau de durée en temps, ça concernait vraiment que le Congo. Pourquoi est-ce que vous pensez? Et pourquoi est-ce qu'on a donné le nom État indépendant du Congo? Indépendant de qui et de quoi? Indépendant des États. Indépendant des États. Quand on dit, ou quand vous entendez dire que oh, c'était le Congo de Léopold II, c'était vraiment privé pour lui, quoi, c'était son jardin privé. Quelque part c'est vrai, quelque part c'est faux. Parce que le Congo indépendant de Léopold II, c'était une entreprise privée mercantile. C'était une société commerciale. Ce n'était pas un pays, hein? C'était une entreprise commerciale mercantile. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a eu 32 articles là-dessus. C'est-à-dire ça concernait des privés. Ça ne concernait pas des États. Donc c'était quelque part un territoire indépendant, donc, au niveau des États coloniaux. Et c'est tout, c'est ça que ça signifiait. Alors pour le Katanga, on ne va pas aller plus loin. Dans une deuxième vidéo, je vais vraiment approfondir tout cela pour vous, hein, pour bien vous expliquer l'histoire et niveau juridique de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Mais pour nous, au niveau économique, plus tard, beaucoup plus tard, hein, parce que le Katanga n'était pas concerné par cela, donc va être créée la compagnie spéciale du Katanga qui va régir donc le Katanga au niveau économique, mais pour une durée de 99 ans. Donc les 99 ans ont expiré depuis longtemps. Ils ont expiré en 1990. Donc maintenant, nous pouvons déclarer, nous, souverainement, à travers donc, le Katanga historique et le Katanga donc, politique, que nous relançons aussi le Katanga économique aussi. Alors maintenant, la boucle est fermée, on peut dire que ce n'est pas une boucle, mais le triangle est fermé. Au niveau politique, nous sommes la continuité de l'État politique donc, du Katanga. Nous sommes toujours la continuité encore du Katanga historique avec nos chefferies traditionnelles, avec nos différents rois et empereurs. Et nous sommes aussi maintenant la continuité aussi du Katanga économique, qui renaît de ses cendres aussi. Alors là, maintenant, le triangle est fermé. Le Katanga a droit à son autodétermination, a droit vraiment à son indépendance à tous les niveaux. Donc soyez heureux, soyez fiers aussi. Votre Katanga politique renaît, votre Katanga historique a toujours été là, vous le savez, et maintenant aussi le Katanga économique va revenir donc en force aussi. Et dites-vous aussi que le Katanga économique, le Katanga politique et le Katanga historique traditionnel sont un et indivisibles et le resteront toujours. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous.